En décembre 1944, alors que les forces alliées progressèrent vers l'Allemagne, le haut commandement allemand prépara une offensive sur le front occidental. L'opération, nommée Wacht am Rhein, visait à diviser les armées alliées, capturer le port d'Anvers et bouleverser l'équilibre stratégique en Europe occidentale. La région choisie pour l'attaque fut la zone montagneuse et boisée des Ardennes, considérée par les Alliés comme un secteur à faible risque, défendu par des divisions ayant moins d'expérience au combat. Plus de 200 000 soldats et environ 1000 chars allemands furent secrètement rassemblés, profitant des conditions météorologiques pour éviter la détection aérienne. Le 16 décembre, les forces allemandes lancèrent une attaque surprise qui déclencha l'une des batailles les plus intenses et les plus coûteuses de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des semaines, l'affrontement bouleversa le cours du front occidental et mit à l'épreuve la capacité de réaction des Alliés. Que s'est-il passé lors de la bataille des Ardennes et qu'est-ce qui a déterminé son issue? L'hiver de la dernière opportunité. En décembre 1944, alors que les forces alliées avançaient en Europe occidentale, le haut commandement allemand préparait une offensive visant à renverser la situation sur le front occidental. Après la chute de la France et la progression des troupes anglo-américaines à travers la Belgique et les Pays-Bas, la ligne défensive allemande subissait une pression constante. Adolf Hitler ordonna une opération destinée à diviser les forces ennemies, capturer le port d'Anvers et contraindre les Alliés à négocier. L'offensive fut baptisée Wacht am Rhein, surveiller le Rhin. Son exécution reposait sur une combinaison de surprises, de rapidité et de conditions météorologiques limitant le soutien aérien allié. Le terrain choisi fut les forêts et montagnes des Ardennes, une région où les Alliés avaient placé des unités jugées moins expérimentées, dans l'hypothèse qu'il s'agissait d'un secteur à faible risque. Les commandants allemands, dont von Rundstedt et Model, exprimèrent des réserves quant aux chances de succès de l'opération, en raison des contraintes logistiques et du faible stock de carburant. Malgré ces inquiétudes, Hitler maintint son plan, convaincu qu'un coup audacieux pouvait changer le cours de la guerre. Pendant ce temps, les forces alliées sous-estimaient la capacité offensive allemande dans ce secteur. Le renseignement allié avait détecté des mouvements inhabituels de troupes, mais les évaluations dominantes jugeaient improbable une offensive de grande envergure dans les conditions hivernales et à travers un terrain complexe comme celui des Ardennes. Les priorités alliées se concentraient sur la consolidation des lignes, la planification de futures attaques et l'assurance de l'approvisionnement logistique via les ports libérés. Dans les jours précédant l'attaque, les forces allemandes concentrèrent plus de 200 000 soldats et environ 1000 chars et véhicules blindés derrière la ligne de front. Le déploiement se fit principalement de nuit et dans des conditions météorologiques rendant l'observation aérienne difficile. Les unités étaient réparties en 3 armées principales, la 6e armée Panzer au nord, la 5e armée Panzer au centre et la 7e armée au sud. Chacune avait un rôle spécifique assigné dans l'avancée. La stratégie consistait à percer rapidement les défenses américaines, capturer les ponts sur les rivières Saar et Amblève et progresser vers la Meuse. De là, on espérait atteindre Anvers, isolant les forces britanniques et canadiennes au nord et déstabilisant le front allié. L'offensive devait être achevée en quelques jours, avant que les Alliés ne puissent se réorganiser ou déployer des renforts significatifs. Les conditions climatiques jouaient un rôle clé. Le brouillard, les nuages bas et les chutes de neige fréquentes réduisaient l'efficacité de l'aviation alliée, offrant ainsi une fenêtre d'opportunité limitée. L'offensive dépendait également de la capture de ravitaillements ennemis, notamment en carburant, pour soutenir l'avancée des unités blindées. Tandis que les préparatifs allemands se poursuivaient, les troupes alliées stationnées dans les Ardennes restaient confiantes dans le calme relatif de leur secteur. De nombreux soldats se préparaient aux fêtes de Noël, installés dans des villages et des avant-postes n'ayant pas connu de combats intenses depuis l'été. La rotation des troupes permit de placer dans cette zone des divisions moins aguerries, en convalescence après les campagnes récentes. La nuit précédant l'attaque se déroula sans signe visible pour la majorité des unités alliées dans la région. Les mouvements et les concentrations allemandes, dissimulées par les ombres du relief et les limitations de la surveillance, échappèrent à l'observation directe.
Les ordres finaux furent transmis aux commandants allemands, préparant le lancement d'une offensive qui mettrait à l'épreuve la capacité de résistance des forces alliées et bouleverserait le cours du front occidental dans les semaines suivantes. Le début de l'attaque. À 5h30 du matin, le 16 décembre 1944, les premières détonations d'artillerie brisèrent le calme des forêts des Ardennes. Pendant plus d'une heure, les positions américaines sur une ligne de front de 80 km furent soumises à un tir concentré de plus de 1600 pièces d'artillerie allemande. Les tirs frappèrent les routes, les nœuds de communication, les postes de commandement et les zones logistiques, interrompant les lignes téléphoniques et causant d'importants dégâts aux infrastructures de base. Le bombardement faisait partie d'une stratégie visant à désorganiser les défenses avant l'offensive terrestre. Tandis que les explosions se succédaient, les patrouilles d'avant-garde allemandes s'approchaient des lignes américaines, prêtes à avancer une fois le tir d'artillerie terminé. Le brouillard dense et les nuages bas couvraient le champ de bataille, empêchant toute observation aérienne et facilitant le mouvement initial des troupes allemandes. Quelques minutes après la fin du bombardement, les divisions allemandes lancèrent leur offensive. Tout au long de la ligne, les unités d'infanterie, appuyées par des blindés, franchirent les positions détruites et attaquèrent les avant-postes. Dans des secteurs tels que l'Osheimer-Graben, la résistance américaine fut rapidement surmontée, permettant aux troupes allemandes d'ouvrir des couloirs vers l'intérieur. Plus au sud, dans la forêt de Schnee-Eifel, les compagnies de la 106e division d'infanterie américaine tentèrent de résister, mais furent encerclées après de violents combats. La surprise fut presque totale. La majorité des unités américaines stationnées dans les Ardennes étaient nouvelles ou en convalescence après des campagnes précédentes. Leur déploiement dans ce secteur répondait à la perception alliée selon laquelle les Ardennes ne représentaient pas une menace immédiate. Cette erreur de calcul laissa des divisions moins expérimentées exposées à tout le poids de l'offensive allemande. La pression allemande fut particulièrement intense sur les accès clés vers l'ouest. Le plan prévoyait que les colonnes blindées traversent rapidement les premières lignes de résistance, sécurisent les ponts sur la rivière Our et avancent vers les principaux carrefours en direction de la Meuse. La 6e armée Panzer, commandée par Sepp Dietrich, avait pour mission de diriger l'attaque au nord, tandis que la 5e armée Panzer et la 7e armée soutenaient l'offensive au centre et au sud, respectivement. Dans les premières heures de l'attaque, les communications entre les unités américaines furent fragmentées. Les bombardements détruisirent les câbles souterrains et les poteaux de liaison, rendant difficile l'envoi de messages entre les lignes avancées et les quartiers généraux. De nombreux commandants locaux durent compter sur des messagers à pied ou en véhicule pour transmettre les informations, ce qui provoqua des retards critiques dans les réponses. À mesure que l'infanterie allemande sécurisait les premières positions, les colonnes blindées commencèrent leur mouvement. Parmi elles, le Kampfgruppe Peiper, une force d'élite sélectionnée pour pénétrer profondément les lignes ennemies, progressait rapidement. Son avancée initiale dépendait de routes étroites et de chemins forestiers, ce qui ralentit la vitesse prévue. L'encombrement des véhicules, le terrain boueux et la nécessité de capturer du carburant pendant l'avancée ajoutèrent des obstacles logistiques dès le départ. En certains points, la résistance américaine ralentit le calendrier allemand. À Clairvaux, une petite garnison de chars et de soldats américains maintint la défense pendant plus d'une journée, bloquant la route clé vers Bastogne. Ce retard força les unités allemandes à chercher des itinéraires alternatifs, détournant ressources et temps. Une situation similaire se produisit à Wiltz, où des défenseurs isolés parvinrent à tenir leur position pendant des heures, malgré la supériorité ennemie. Pendant ce temps, derrière les lignes alliées, des commandos allemands déguisés en soldats et véhicules capturés menèrent des opérations de sabotage. Ces unités, dirigées par Otto Skorzeny, opéraient sous l'opération Greif. Leur mission consistait à modifier les panneaux de signalisation, diffuser de fausses informations et semer la confusion parmi les troupes alliées. Bien que leur impact matériel fût limité, ils provoquèrent une méfiance généralisée, obligeant les autorités alliées à interroger et vérifier l'identité des officiers et soldats à l'arrière. À la tombée de la nuit du premier jour, les forces allemandes avaient réussi à avancer de plus de 30 km dans certains secteurs, capturer des milliers de prisonniers et semer le chaos dans la chaîne de commandement alliée. Toutefois, elles n'avaient pas atteint leurs objectifs opérationnels principaux. Les passages clés sur la Meuse restaient sous contrôle allié et la résistance dans des points comme Saints.
Witt et Clairvaux compliquaient l'ouverture de routes directes pour les divisions blindées. Le terrain accidenté, les routes étroites et les conditions météorologiques défavorables commencèrent à affecter l'avancée prévue. L'encombrement des véhicules provoqua des embouteillages sur les routes principales, rendant les colonnes vulnérables aux attaques isolées et entravant l'approvisionnement continu en carburant et en munitions. L'attente d'une progression rapide et décisive rencontra ses premières limites logistiques dans le même décor choisi pour garantir l'effet de surprise. Dans les heures suivantes, les forces alliées commencèrent à se réorganiser. Des renforts furent mobilisés depuis les zones proches, tandis que les commandements supérieurs tentaient d'évaluer l'ampleur réelle de l'offensive. Les premiers ordres de riposte priorisèrent à la défense de Bastogne et de Saintes, Witt reconnaissant leur valeur stratégique comme nœud routier. Le manque de clarté sur la dimension totale de l'attaque compliqua la prise de décision, mais les premiers foyers de résistance commencèrent à se consolider. Tandis que les combats continuaient, l'artillerie allemande reprit des bombardements intermittents durant la nuit, ciblant les concentrations de troupes, les dépôts de ravitaillement et les lignes de communication. La pression psychologique sur les forces alliées augmenta, s'ajoutant à la confusion et à la fragmentation des ordres initiaux. À la fin du premier jour de l'offensive, les forces allemandes conservaient l'initiative tactique, mais faisaient déjà face aux premiers signes de résistance organisée et de retards opérationnels. Les commandements allemands devaient décider comment redistribuer leurs ressources pour maintenir l'élan de l'attaque, tandis que les forces alliées s'efforçaient d'enrayer l'avance et de réorganiser une défense cohérente. L'avancée de Peiper. Le Kampfgruppe Peiper, une force d'élite choisie pour mener la percée de la 6e armée Panzer, lança son avance le matin du 17 décembre 1944. Sous le commandement de Joachim Peiper, l'unité devait se frayer un chemin rapidement à travers les lignes alliées, capturer les ponts sur l'Amblève et la Meuse et sécuriser les routes logistiques pour permettre le mouvement du gros des divisions blindées allemandes vers l'ouest. Dans les premières heures, la colonne avança de Lanzerath vers Bühlingen, affrontant une résistance dispersée de la part d'unités américaines, surprises par la rapidité de l'attaque. Après avoir neutralisé les avant-postes, le Kampfgruppe captura les dépôts de carburant à Bühlingen, une victoire logistique nécessaire compte tenu des réserves limitées de l'armée allemande. Le carburant saisi permit de ravitailler temporairement les blindés et de poursuivre la marche. Pendant ce temps, la colonne progressait sur des routes étroites et enneigées, affrontant des retards causés par le terrain et l'accumulation de véhicules. Les embouteillages limitèrent la vitesse prévue de l'avance et forcèrent à détourner une partie de la force par des chemins secondaires. Malgré ces obstacles, Peiper ordonna de maintenir la pression, conscient de la nécessité d'atteindre les points de passage clés avant que les Alliés puissent les renforcer. Le 17 décembre, le Kampfgruppe atteignit Malmedy, où se produisit l'un des incidents les plus notoires de l'offensive. Un groupe de prisonniers de guerre américains capturés par l'unité fut exécuté dans un champ voisin, un fait qui aurait des répercussions significatives sur la perception de l'offensive allemande et sur le moral des troupes alliées. La nouvelle du massacre se répandit rapidement, suscitant des alertes sur les pratiques de la force ennemie et renforçant les positions défensives dans les secteurs voisins. Après Malmedy, la colonne poursuivit son avancée vers Stavelot, avec l'intention de sécuriser le pont sur l'Amblève. Cependant, la résistance à Stavelot retarda les opérations. Des éléments des forces américaines détruisirent une partie des infrastructures et bloquèrent les routes principales, forçant Peiper à envoyer des détachements pour tenter de reprendre les accès. Bien que les troupes allemandes parvinrent à entrer dans la localité, elles ne purent sécuriser immédiatement le passage vital, affrontant des contre-attaques qui compromirent leur contrôle. La difficulté à maintenir un flux continu de carburant commença à affecter l'opérabilité des blindés du Kampfgruppe. La dépendance aux approvisionnements capturés limitait l'autonomie de l'unité, qui devait avancer pour soutenir son propre ravitaillement. Le manque de carburant restreignit les mouvements et força à abandonner plusieurs véhicules le long de la route, réduisant progressivement la capacité de combat de la colonne. Alors que le Kampfgruppe tentait de consolider sa position à Stavelot, les contre-attaques alliées gagnaient en intensité. Des unités américaines déployées depuis Vielsalm et Spa pressèrent les flancs, tentant de couper les voies de repli et de limiter les possibilités d'évasion de la force allemande. Les tentatives de renforcer l'avance avec le soutien d'autres unités allemandes se révélèrent insuffisantes pour inverser la situation.
Le 19 décembre, le Kampfgruppe réussit à franchir partiellement l'Amblève, établissant une tête de pont, mais ne put progresser davantage vers l'ouest. La perte de temps dans les combats pour Stavelot et la résistance alliée croissante freinèrent l'élan initial. De plus, la destruction des ponts sur la Lienne et l'Amblève dans des secteurs ultérieurs empêcha toute tentative de reprise de l'avance vers les objectifs stratégiques définis dans le plan initial. Le 20 décembre, Pepper prit la décision de replier sa colonne vers la Gleise, où il tenta d'établir une position défensive en attendant des renforts ou des instructions du haut commandement. Cependant, la situation logistique et tactique continuait de se détériorer. Les unités alliées resserraient progressivement l'encerclement, isolant le Kampfgruppe et le soumettant à des attaques constantes d'artillerie et de blindés. Le 23 décembre, après avoir évalué les options disponibles, Pepper ordonna l'abandon de la Gleise. La retraite fut menée à pied, laissant derrière la majorité des véhicules, armes lourdes et équipements. Le Kampfgruppe se dispersa en petits groupes pour tenter de rejoindre les lignes allemandes à travers les forêts, en évitant le contact direct avec les forces ennemies. L'échec de l'avancée du Kampfgruppe Pepper représenta un coup significatif pour le plan opérationnel de la 6e armée Panzer. L'incapacité à ouvrir une route directe vers la Meuse et la perte de ressources matérielles et humaines réduisirent les chances d'atteindre les objectifs stratégiques de l'offensive. La résistance de Bastogne. Le 19 décembre 1944, les forces allemandes parvinrent à boucler l'encerclement de Bastogne, une petite ville belge située à un point névralgique du réseau routier. Son contrôle était essentiel pour l'avance allemande, car 7 routes principales convergeaient dans la localité. La capture de Bastogne permettrait de sécuriser les voies d'approvisionnement et de faciliter le mouvement des divisions blindées vers l'ouest. Pour cette raison, le commandement allemand assigna plusieurs unités pour encercler et prendre la ville rapidement. À l'intérieur de Bastogne, la 101e division aéroportée américaine, soutenue par des éléments d'artillerie, du génie et d'autres unités, établit une défense improvisée. La division, commandée par le général Anthony McAuliffe, avait été envoyée initialement en renfort dans le secteur sud de l'offensive, mais fut redirigée vers Bastogne face à l'ampleur de l'attaque allemande. À leur arrivée, les troupes se déployèrent dans un périmètre défensif englobant forêts, collines et villages voisins. Dès le début, la ville fut soumise à des attaques d'artillerie et à des escarmouches constantes. Les forces allemandes tentèrent de percer la ligne défensive en se concentrant sur des points comme Noville et Wardin, où les routes facilitaient un accès direct. Cependant, les unités défensives parvinrent à contenir les premières offensives en utilisant des positions fortifiées et le soutien de tirs indirects. Les conditions météorologiques, avec de fortes chutes de neige et des températures glaciales, compliquaient à la fois les opérations offensives et la logistique défensive. Les tentatives de capture de Bastogne par des assauts frontaux n'obtinrent pas le succès escompté dans les premiers jours. La résistance des troupes américaines, conjuguée à la topographie du terrain, força les forces allemandes à envisager un blocus prolongé. L'artillerie allemande intensifia ses bombardements sur la ville, détruisant les infrastructures, les entrepôts et les bâtiments utilisés comme postes de commandement ou hôpitaux de campagne. Au fil des jours, les conditions à l'intérieur de Bastogne se détérioraient. Le manque de fournitures médicales, de nourriture et de munitions devenait une source d'inquiétude majeure. Les blessés s'accumulaient dans des salles de soins improvisées, souvent sans chauffage ni médicaments suffisants. La population civile, réfugiée dans les caves et sous-sols d'immeubles endommagés, partageait les souffrances du siège avec les troupes défensives. Le 22 décembre, un officier allemand se présenta aux lignes américaines sous drapeau blanc, remettant une demande formelle de reddition. Le message avertissait de la destruction imminente de la garnison si elle refusait de se rendre. La réponse du général McAuliffe fut brève, « Neutre », traduite par ses officiers comme un refus catégorique. La réponse fut transmise à l'officier allemand, qui repartit sans obtenir aucune concession. Cet épisode renforça le moral des troupes à l'intérieur de Bastogne, bien que la situation matérielle restât critique. Les tentatives allemandes de capture de Bastogne se poursuivirent par des attaques coordonnées sur des secteurs spécifiques du périmètre. Les forces attaquantes employèrent artillerie lourde, blindés et assauts d'infanterie pour tenter de briser les défenses, concentrant leurs efforts sur les routes au nord et au nord-est de la ville. Cependant, les positions clés furent maintenues grâce à l'utilisation d'artillerie défensive et de contre-attaques limitées qui reprenèrent les points stratégiques temporairement perdus.
L'absence de soutien aérien, tant pour les forces allemandes que pour les Alliés, maintint la situation dans une impasse pendant plusieurs jours. L'aviation alliée ne pouvait effectuer ni largage de ravitaillement, ni frappes efficaces à cause du brouillard et des nuages bas. Ce n'est que le 23 décembre, avec l'amélioration des conditions climatiques, que commencèrent les premiers largages de provisions. Des avions de transport parachutèrent des caisses de munitions, de nourriture et de fournitures médicales sur des zones désignées à l'intérieur du périmètre défensif. L'arrivée de ces fournitures soulagea partiellement les besoins les plus urgents de la garnison. Néanmoins, les pertes accumulées et la pression constante des attaques allemandes continuaient d'user les capacités défensives. Les troupes allemandes renforçaient leur position autour de Bastogne, cherchant à isoler complètement la ville et à compliquer toute tentative de relève par les forces alliées. Pendant ce temps, dans les quartiers généraux alliés, la situation de Bastogne était suivie avec attention. Le général Patton, commandant de la 3e armée américaine, planifiait une manœuvre pour venir en aide à la ville assiégée. Son objectif consistait à rediriger son axe d'avance vers le nord afin d'ouvrir un couloir permettant de ravitailler et de renforcer la garnison. La pression pour libérer Bastogne augmentait chaque jour, en raison du risque stratégique de perdre un point clé du réseau de communication du front. Malgré les bombardements continus, les pertes croissantes et les difficultés logistiques, la 101e division aéroportée et les unités rattachées conservèrent le contrôle de Bastogne durant le siège. Le refus initial de se rendre devint un symbole de résistance, tandis que les troupes tenèrent face aux attaques allemandes dans l'attente des renforts promis. À l'approche de Noël, les conditions à Bastogne demeuraient extrêmes. Le manque de rations, le froid intense et les blessures non traitées accentuaient les souffrances des soldats et des civils. Les lignes défensives tenaient bon, mais la pression sur les secteurs nord et nord-est indiquait que les Allemands préparaient une dernière tentative de percée avant l'arrivée des renforts. Le 26 décembre, après une semaine de siège, les premières unités de la 3e armée parvinrent à ouvrir une route vers Bastogne. La jonction entre les forces à l'intérieur de la ville et les colonnes de Patton permit l'entrée de fournitures supplémentaires et l'évacuation des blessés. Bien que les combats se poursuivissent en périphérie, la rupture du siège représenta un soulagement majeur pour les défenseurs et un revers critique pour les plans allemands. Le ralentissement allemand. Après les premiers jours d'avance, les forces allemandes commencèrent à rencontrer des obstacles qui limitèrent leur capacité offensive. Entre le 20 et le 23 décembre 1944, l'offensive dans les Ardennes montra des signes évidents de ralentissement. Le manque de carburant, les conditions du terrain et la résistance croissante des Alliés affectaient directement la continuité de l'opération. Dans le secteur nord, le Kampfgruppe Peiper restait isolé à la Gleise, après avoir épuisé sa capacité de manœuvre. Encerclée par des unités américaines, la colonne de Peiper ne disposait plus de carburant suffisant pour déplacer ses véhicules lourds. Les tentatives de briser l'encerclement depuis l'extérieur échouèrent à libérer l'unité. Finalement, Peiper ordonna l'abandon du matériel lourd et la retraite à pied, laissant derrière lui chars et blindés inutilisables. Au centre du front, les divisions blindées allemandes rencontrèrent une résistance de plus en plus forte autour de Saint, Vite et de Oufalise. La destruction de ponts clés par les forces américaines et les difficultés logistiques pour déplacer des colonnes de véhicules sur des routes étroites et endommagées ralentirent leur progression. Les embouteillages dans les vallées et au carrefour compliquèrent davantage la coordination entre les différentes unités allemandes. L'approvisionnement en carburant restait un problème critique. L'offensive dépendait dès le départ de la capture de dépôts alliés le long de l'itinéraire pour ravitailler les unités mécanisées. Cependant, les dépôts saisis s'avérèrent insuffisants pour répondre aux besoins de l'opération. Le transport de carburant depuis les réserves allemandes à l'arrière fut entravé par les bombardements aériens et l'effondrement des routes d'approvisionnement. Pendant ce temps, les forces alliées commencèrent à réorganiser leurs positions et à renforcer les secteurs menacés. L'amélioration des conditions météorologiques permit la reprise des opérations aériennes. L'aviation alliée attaqua les colonnes allemandes, interrompit les convois logistiques et compliqua le déplacement des troupes. Ces attaques aériennes, combinées à la résistance au sol, limitèrent la capacité allemande d'avancer vers la Meuse. Au sud, les troupes de la 7e armée allemande rencontrèrent moins de succès que prévu. Les unités américaines parvinrent à contenir l'expansion allemande au-delà des objectifs initiaux.
La pression alliée dans ce secteur empêcha les forces du Sud de contribuer à l'avance générale, réduisant la couverture des flancs et exposant des vulnérabilités dans la ligne offensive allemande. Le commandement allemand, constatant le ralentissement progressif, tenta de rediriger des ressources pour relancer l'offensive principale. Cependant, la dispersion des unités, la perte de cohésion sur le terrain et la pénurie de carburant limitaient les options disponibles. Les tentatives de regrouper les divisions blindées se heurtèrent aux réalités logistiques et aux contre-offensives locales alliées. L'accumulation de retard affecta la capacité allemande à atteindre les objectifs stratégiques initiaux. Chaque jour sans capture des passages sur la Meuse réduisait la possibilité de forcer une division efficace entre les forces britanniques et américaines. L'espoir d'une progression rapide jusqu'à Anvers s'évanouissait, tandis que les commandants allemands évaluaient des alternatives pour maintenir les positions atteintes ou se replier vers des lignes plus défendables. Les conditions météorologiques, initialement favorables à l'offensive en limitant l'intervention aérienne alliée, commencèrent à s'améliorer, profitant aux opérations de reconnaissance et d'attaque aérienne. L'apparition de chasseurs, de bombardiers et d'avions de soutien tactique augmenta les pertes allemandes sur les axes de progression et compliqua davantage le transport de ravitaillement. Les embouteillages sur les routes principales laissèrent des véhicules immobilisés et exposés à la destruction. Les attaques aériennes détruisirent camions, chars et pièces d'artillerie stationnées, créant des obstacles supplémentaires sur les voies de communication. Les colonnes allemandes, contraintes de dévier leur itinéraire ou de progresser lentement, devinrent vulnérables aux embuscades et aux tirs d'artillerie à longue portée. À mesure que les jours passaient, la supériorité matérielle et aérienne alliée devenait plus évidente. Les forces américaines lançaient des contre-attaques locales pour reprendre des villages stratégiques et fermer les couloirs utilisés par les unités allemandes. La coordination entre les forces alliées permit de renforcer les points clés et d'isoler des groupes ennemis dans des secteurs spécifiques du front. Le 24 décembre, le haut commandement allemand reconnut que l'offensive avait perdu son élan initial. La possibilité d'atteindre la Meuse et de réaliser les objectifs stratégiques définis dans le plan initial devint lointaine. Les décisions commencèrent à se concentrer sur la stabilisation des lignes atteintes et la défense des positions conquises pour éviter une retraite désorganisée. Pendant ce temps, les troupes de première ligne faisaient face à des conditions extrêmes. Le manque de nourriture, l'absence de carburant et l'usure constante réduisaient leur capacité de combat. Les unités mécanisées fonctionnaient avec un nombre croissant de véhicules immobilisés, obligeant l'infanterie à couvrir les distances à pied, réduisant ainsi leur mobilité opérationnelle. Le moral commença à se détériorer parmi les troupes allemandes, conscientes des difficultés croissantes et de l'absence de progrès significatif. La réponse de Patton. Le général George S. Patton, commandant de la 3e armée américaine, commença à planifier une manœuvre de secours vers Bastogne dès qu'il reçut les premiers rapports sur la situation de la ville assiégée. Depuis son quartier général au Luxembourg, Patton comprit que le maintien de Bastogne sous contrôle allié était essentiel pour empêcher les forces allemandes de consolider leur avance au centre des Ardennes. Le 22 décembre 1944, alors que Bastogne restait encerclée, Patton présenta au commandant suprême allié, Dwight D. Eisenhower, un plan visant à rediriger l'axe d'avance de son armée vers le nord. Sa proposition impliquait l'arrêt des opérations offensives dans d'autres secteurs et le redéploiement de 3 divisions blindées vers Bastogne. La manœuvre nécessitait la réorganisation des lignes de ravitaillement, l'établissement de nouvelles routes logistiques et la coordination de mouvements dans des délais très serrés. L'ordre d'avancer vers Bastogne fut émis officiellement le 23 décembre. Les divisions sélectionnées, dont la 4e division blindée, commencèrent leur déplacement dans des conditions climatiques défavorables. Les colonnes de véhicules traversèrent des routes verglacées, des chemins secondaires et des itinéraires endommagés par les bombardements précédents. L'encombrement des voies et la nécessité de mobiliser en même temps l'infanterie, l'artillerie et les approvisionnements compliquèrent la marche. Au cours des jours suivants, les troupes de la 3e armée affrontèrent la résistance allemande dans plusieurs localités intermédiaires. Dans des zones comme Martelange et Chaumont, des unités allemandes tentèrent de bloquer les routes menant à Bastogne par des embuscades et des positions défensives. Toutefois, les blindés américains parvinrent à surmonter les obstacles après de violents combats, permettant à la colonne principale de poursuivre son avance.
Le 24 décembre, les premiers éléments de la 4e division blindée approchèrent des abords de Bastogne. Les lignes défensives allemandes autour de la ville avaient été renforcées pour empêcher toute tentative de rupture de l'encerclement. La pression alliée se concentra sur la route de Neufchâteau, identifiée comme l'accès le plus viable pour faire la jonction avec les forces à l'intérieur de la ville. Les combats aux abords de Bastogne atteignirent leur point culminant le 25 décembre. Les forces américaines lancèrent des attaques coordonnées contre les positions allemandes au sud de la ville, cherchant à ouvrir un passage pour les colonnes de ravitaillement et de renfort. L'artillerie alliée appuya l'avance en neutralisant les batteries ennemies et les points de résistance situés sur les hauteurs environnantes. Le 26 décembre, après des combats intenses, les premières unités de la 3e armée parvinrent à établir le contact avec les lignes de la 101e division aéroportée à l'intérieur de Bastogne. L'ouverture d'un corridor permit l'entrée de fournitures essentielles, l'évacuation des blessés et la rotation limitée des effectifs. Bien que la ville restât exposée à des attaques d'artillerie et à des bombardements sporadiques, l'encerclement opérationnel allemand avait été rompu. L'arrivée de la 3e armée représenta un soulagement considérable pour la garnison de Bastogne, mais elle ne mit pas fin aux affrontements dans la région. Les forces allemandes continuèrent de tenter de reprendre le contrôle des routes et d'isoler à nouveau la ville. Les combats se poursuivirent dans les secteurs périphériques durant les jours suivants, tandis que les forces alliées élargissèrent le corridor et renforcèrent les défenses. La manœuvre de Patton fut reconnue pour sa rapidité et son efficacité opérationnelle. Réussir à redéployer une armée entière dans des conditions météorologiques défavorables et dans un délai limité représenta un effort logistique complexe. La coordination entre les divisions blindées, l'infanterie de soutien et les unités d'artillerie permit de surmonter les difficultés du terrain et les actions défensives allemandes. La rupture du siège de Bastogne eut des conséquences stratégiques directes sur l'offensive allemande. En assurant la ville, les Alliés préservèrent un point critique du réseau de communication du front occidental. De plus, l'échec allemand à capturer Bastogne empêcha la consolidation d'un corridor efficace vers la Meuse, limitant la portée de l'offensive au centre des Ardennes. À partir de l'ouverture du corridor, le commandement allié entama les préparatifs d'une contre-offensive générale. La pression sur les flancs allemands augmenta progressivement, tandis que les divisions alliées reprenaient le terrain perdu et refermèrent les brèches dans la ligne défensive. La manœuvre de Patton permit non seulement de libérer Bastogne, mais aussi de faciliter le passage des forces alliées d'une posture défensive à une posture offensive dans le secteur central du front. L'intervention de la 3e armée à Bastogne devint un point de référence opérationnel dans la campagne des Ardennes. La capacité d'adaptation, la rapidité de réaction et la coordination logistique démontrée dans cette manœuvre renforcèrent l'initiative alliée dans la phase finale de la bataille. La résistance de la garnison de Bastogne, combinée à l'arrivée des renforts de Patton, contribua à stopper l'élan offensif allemand et à consolider une position défensive clé pour les Alliés. La reprise alliée. Après la rupture du siège de Bastogne, le commandement allié réorganisa les forces disponibles afin de lancer une contre-offensive générale. Entre le 27 décembre 1944 et les premiers jours de janvier 1945, les divisions américaines et britanniques commencèrent à reprendre progressivement le terrain perdu lors de l'offensive allemande dans les Ardennes. Le premier objectif de cette reprise fut d'élargir le corridor ouvert par la 3e armée vers Bastogne. Les unités du général Patton avancèrent vers le nord et le nord-est de la ville, sécurisant les villages et les carrefours utilisés auparavant par les forces allemandes. Les combats se poursuivirent dans les environs, mais la supériorité numérique et matérielle des Alliés permit de consolider les positions et d'élargir le contrôle de la zone. Parallèlement, dans le secteur nord, les forces sous le commandement du maréchal Bernard Montgomery lancèrent des opérations offensives depuis la région de Dinant et Namur. Les divisions britanniques et américaines avancèrent vers le sud, en exerçant une pression sur les lignes allemandes en direction de Houffalize. L'objectif consistait à refermer le saillant créé par l'offensive allemande et à isoler les unités ennemies prises au piège à l'intérieur. Les conditions météorologiques continuaient à affecter les opérations. Les basses températures, les chutes de neige intermittentes et le terrain boueux rendaient difficile le déplacement des véhicules et la logistique des troupes.
Cependant, l'amélioration partielle du climat permit la reprise des attaques aériennes alliées. Les bombardiers et chasseurs contribuèrent à affaiblir les lignes allemandes, détruisant des concentrations de véhicules, des dépôts de munitions et des positions défensives en retraite. À mesure que les colonnes alliées avançaient, elles rencontrèrent des noyaux de résistance dans des localités stratégiques. À Oufalise, les combats furent intenses, car la localité représentait un point de jonction vital pour les routes allemandes vers l'Est. Les troupes allemandes tentèrent de conserver le contrôle grâce à des défenses improvisées, mais furent finalement contraintes de se replier après plusieurs jours d'affrontements. La coordination entre les forces alliées permit d'établir un mouvement en tenaille progressant depuis le nord et le sud vers Oufalise. La jonction des colonnes dans cette localité, à la mi-janvier, marqua la fermeture effective du saillant allemand. La prise de Oufalise coupa les principales voies de repli et obligea les unités allemandes encerclées à se retirer par des routes secondaires, sous un feu constant. Dans d'autres secteurs, les forces alliées reprirent progressivement des localités comme Saint, Witt, Noville et Four. Chaque progression nécessitait de surmonter des défenses rapidement organisées par les forces allemandes en repli. La résistance variait selon le terrain et les capacités des unités ennemies présentes, mais dans l'ensemble, la retraite allemande était continue face à la pression combinée de l'infanterie, des blindés et des attaques aériennes. La reprise alliée impliqua également la sécurisation de ponts, de routes et de dépôts de ravitaillement précédemment détruits ou endommagés pendant l'offensive allemande. Les unités du génie travaillèrent à réparer les infrastructures essentielles, permettant de rétablir les lignes logistiques nécessaires pour soutenir l'avancée et renforcer les positions conquises. Au cours de la contre-offensive, les forces alliées capturèrent des milliers de prisonniers allemands, dont beaucoup provenaient d'unités désorganisées ou séparées de leurs états-majors. Les pertes matérielles allemandes incluaient des chars, des véhicules de transport et des pièces d'artillerie abandonnées sur les routes de retraite ou détruits par les attaques aériennes. Le commandement allemand tenta de stabiliser une ligne défensive plus à l'est, mais les pertes accumulées, le manque de renforts suffisants et la supériorité alliée en hommes et en matériel limitaient les options tactiques disponibles. Les divisions allemandes qui réussirent à se replier vers la ligne de la rivière Our le firent avec des effectifs réduits et un équipement incomplet. Au début de janvier 1945, l'offensive allemande dans les Ardennes était complètement inversée. Les lignes alliées avaient récupéré pratiquement tout le terrain occupé par les forces allemandes durant les premières semaines de l'offensive. L'initiative stratégique revenait aux Alliés, qui commencèrent à planifier de nouvelles opérations sur le front occidental. La reprise alliée dans les Ardennes renforça le moral des troupes et consolida la coordination entre les armées britanniques et américaines. La résistance initiale à Bastogne, la manœuvre de secours de la 3e armée et la contre-offensive coordonnée démontrèrent la capacité de réaction des Alliés face à une attaque surprise de grande envergure. À la fin de la campagne, les forces alliées avaient réussi à refermer le saillant allemand, à récupérer les routes de communication et à capturer d'importantes quantités d'équipements et de prisonniers. L'offensive allemande, conçue comme un coup décisif, avait non seulement échoué dans son objectif stratégique, mais avait également laissé l'armée allemande affaiblie et avec des ressources en diminution pour de futures opérations défensives sur le front occidental. La fin de l'offensive. À la mi-janvier 1945, l'offensive allemande dans les Ardennes était épuisée. Après plusieurs semaines de combat, les forces allemandes n'avaient pas atteint leurs objectifs stratégiques initiaux. L'opération, conçue pour diviser les forces alliées, capturer Anvers et modifier l'équilibre du front occidental, se termina par une perte progressive de terrain face à la supériorité alliée en hommes et en matériel. Les unités allemandes commencèrent leur repli vers l'est, se retirant vers des positions défensives au-delà de la rivière Our et de la frontière allemande. La retraite se déroula sous la pression constante des forces alliées qui lançèrent des attaques coordonnées depuis plusieurs directions. La supériorité aérienne alliée permit d'identifier et de harceler les colonnes en retraite, détruisant véhicules, dépôts et concentrations de troupes le long des itinéraires. Dans des secteurs comme Saint, Witt et Clairvaux, les forces allemandes tentèrent d'établir des positions défensives temporaires pour couvrir la retraite des unités principales. Cependant, le manque de ressources, les pertes accumulées et l'effondrement logistique limitèrent l'efficacité de ces lignes. La plupart des points défensifs improvisés furent franchis par les offensives alliées après de brèves confrontations. Le terrain accidenté et les routes étroites compliquèrent la retraite allemande.
Les embouteillages sur les voies principales laissèrent des véhicules abandonnés ou détruits par des attaques aériennes. Le manque de carburant força à abandonner une partie du matériel lourd, y compris des chars et des pièces d'artillerie, qui furent ensuite récupérés ou détruits par les forces alliées. La reprise alliée comprit également le déminage des champs, la réparation des infrastructures endommagées et la réactivation des routes logistiques à mesure que les troupes progressaient. Les localités libérées montrèrent les traces visibles des combats, avec des bâtiments détruits, des routes impraticables et des communautés déplacées par le conflit. Les pertes accumulées pendant l'offensive furent significatives pour les deux camps. On estime à plus de 80 000 les pertes allemandes, entre morts, blessés et disparus, tandis que les forces alliées enregistrèrent environ 75 000 pertes. L'ampleur des pertes reflétait l'intensité de la bataille et le coût élevé des combats dans des conditions hivernales extrêmes. L'échec de l'offensive laissa l'armée allemande affaiblie en ressources humaines et matérielles. La perte de chars, de véhicules et de munitions affecta sa capacité de résistance dans les mois suivants. Les divisions repliées vers l'Allemagne avaient besoin d'une réorganisation et de renforts que le haut commandement ne pouvait fournir rapidement en raison des limitations industrielles et de la pression sur d'autres fronts. Pour les forces alliées, la victoire dans les Ardennes représenta la reprise de l'initiative stratégique sur le front occidental. La capacité à résister à l'attaque initiale, à réorganiser la défense et à lancer une contre-offensive réussie renforça le moral des troupes et la confiance dans la coordination entre les commandements alliés. La défaite allemande mit fin à la dernière grande offensive allemande à l'ouest et permit de reprendre les préparatifs pour franchir le Rhin et pénétrer en territoire allemand. L'offensive des Ardennes eut également des conséquences sur la structure de commandement allemande. Les divergences entre Hitler et ses généraux s'accentuèrent après l'opération, les décisions stratégiques prises étant remises en question. Le leadership allemand fit face à des critiques internes sur la viabilité du plan et sur l'allocation des ressources à une offensive qui laissa l'armée encore plus exposée aux offensives alliées ultérieures. À la fin de janvier 1945, les lignes de front étaient revenues approximativement aux positions précédant le 16 décembre. L'offensive avait échoué tant sur le plan militaire que politique, laissant les forces allemandes dans une posture défensive sans possibilité de regagner l'initiative sur le front occidental. La fin de l'offensive dans les Ardennes marqua le début de la phase finale de la guerre en Europe occidentale. Une fois la région sécurisée, les forces alliées planifièrent de nouvelles offensives pour franchir le Rhin et avancer vers le cœur du Troisième Reich. La défaite allemande dans les Ardennes élimina la dernière possibilité de modifier le cours de la guerre par une offensive terrestre à l'ouest. La bataille, bilan final. L'offensive des Ardennes n'atteignit pas les objectifs stratégiques fixés par le commandement allemand. L'opération ne parvint pas à capturer Anvers, ne divisa pas les forces alliées et ne modifia pas l'équilibre du front occidental. La bataille fut la dernière offensive allemande de grande envergure sur ce front et mit en évidence les limites logistiques et en ressources de l'armée allemande dans la phase finale de la guerre. Sur le plan militaire, la bataille démontra la capacité des forces alliées à se réorganiser après une attaque surprise et à coordonner une réponse efficace. La défense de Bastogne, l'intervention de la Troisième Armée et les offensives ultérieures permirent de reprendre le terrain perdu et de rétablir les lignes alliées. Selon les estimations, les pertes allemandes dépassèrent 80 000 hommes, tandis que les forces alliées enregistrèrent environ 75 000 pertes. Ces pertes survinrent dans des conditions hivernales sévères, avec des températures inférieures à zéro et des difficultés logistiques dans un terrain montagneux et boisé. Les conséquences matérielles incluent la destruction d'infrastructures de base dans les localités belges et luxembourgeoises. Routes, ponts et bâtiments furent endommagés ou détruits. Les populations civiles furent déplacées, perdirent leur logement et connurent des pénuries de ressources essentielles. L'offensive retarda les plans alliés visant à franchir le Rhin, mais n'empêcha pas la poursuite des opérations offensives. L'industrie allemande ne parvint pas à compenser les pertes subies en chars, véhicules et matériel militaire. Les divisions blindées allemandes sortirent affaiblies de la bataille, sans capacité suffisante pour résister aux offensives alliées suivantes. Après le repli, les forces allemandes abandonnèrent de grandes quantités d'équipements. Plus de 500 véhicules blindés, ainsi que des canons et des camions, furent détruits ou laissés sur les routes de retraite.
Bon nombre de ces pertes résultèrent de la destruction volontaire du matériel par les équipages afin d'empêcher son utilisation par les troupes alliées. L'aviation alliée mena des attaques continues contre les colonnes allemandes en mouvement, contribuant à l'augmentation des pertes en véhicules et en ravitaillement. Le repli allemand obligea à réorganiser les divisions sur la ligne du Rhin avec des effectifs réduits. Certaines unités comptèrent moins de la moitié de leur force initiale après la bataille. L'offensive, en plus d'avoir épuisé les réserves matérielles, compromit la capacité de l'armée allemande à renforcer d'autres fronts. Une partie des ressources initialement prévues pour le front occidental dut être redirigée vers le front oriental, où les forces soviétiques préparaient de nouvelles offensives. Sur le plan civil, les localités touchées durent affronter plusieurs mois de reconstruction après les combats. La restauration des routes et des ponts devint une priorité afin de rétablir les communications essentielles. Dans de nombreuses localités, écoles, hôpitaux et habitations nécessitèrent des réparations urgentes. La population civile continua de subir des pénuries alimentaires et de carburant durant les semaines suivant la fin de l'offensive. Certains événements survenus pendant l'offensive, comme l'exécution de prisonniers de guerre à Malmedy, firent l'objet d'enquêtes et de procès après la guerre. Officiers et soldats impliqués furent traduits devant des tribunaux militaires. Ces procédures s'ajoutèrent à d'autres procès concernant des crimes de guerre commis durant le conflit. Divers sites de la région conservent des cimetières, monuments et musées liés à la bataille. Les zones où eurent lieu les combats attirent les visiteurs intéressés par l'histoire militaire. Les localités touchées entretiennent des mémoriaux et des plaques commémoratives rappelant les événements survenus entre décembre 1944 et janvier 1945. Les premiers monuments furent érigés quelques années après la fin de la guerre, grâce à l'initiative d'associations d'anciens combattants et des autorités locales. L'offensive des Ardennes marqua la fin de la capacité offensive allemande sur le front occidental. Dès lors, les forces allemandes adoptèrent une posture défensive face à la pression des troupes alliées. La reconquête du terrain perdu permit aux Alliés de planifier de nouvelles opérations pour franchir le Rhin et progresser vers le territoire allemand. La bataille reste un objet d'étude dans les milieux militaires et historiques, comme exemple des conditions, décisions et conséquences d'une offensive lancée dans un contexte stratégique restreint.